Avec une 4e médaille d'or olympique à son palmarès, il est officiellement devenu le meilleur scoreur de l'histoire de Team USA dans les compétitions internationales, hommes et femmes confondus. Et si son talent est une évidence, c'est son aptitude à imposer sa domination au sein d'un collectif qui soulève aujourd'hui quelques interrogations. Puisque depuis son départ des Warriors en 2019, KD n'a plus atteint ne serait-ce qu'une finale de conférence. Alors les circonstances ne lui ont certes pas toujours été favorables, mais certains de ses détracteurs les plus amers rappellent qu'il n'a jamais soulevé le trophée Larry O'Brien sans la structure des Warriors et Stephen Curry. À l'aube de ses 36 ans, Easy Money Sniper semble sur le point d'affronter un ultime grand défi. Lui qui court sans relâche après les records individuels pourrait bien se retrouver face à l'une de ses dernières opportunités de viser juste et de décrocher un nouveau titre en 2025. Cependant, cette fois, une chose a changé, puisque pour la première fois depuis son départ de la baie, KD bénéficie de la continuité d'une équipe. Et l'arrivée de Mike Budenholzer, ancien coach des Bucks, pourrait être l'étincelle nécessaire pour guider l'équipe vers les sommets. Mais le temps joue contre lui, il ne reste que quelques cartouches dans le chargeur. KD sait qu'il n'a plus beaucoup d'occasions pour toucher sa cible. Mais sous la houlette de ce tacticien aguerri, le sniper parviendra-t-il à ajuster son tir et offrir à l'Arizona sa première bannière dans les cieux arides du désert? Bienvenue. I'm Kevin Durant. You know who I am. Avant de parler de Durantula à proprement parler, un petit détour par la case collective s'impose. Pourquoi cette équipe faite de 3 All-Stars n'a pas marché? Quelles étaient ses forces, quelles étaient ses faiblesses? C'est dur de dresser un bilan complet en quelques mots, encore plus au vu de l'hécatombe de blessures pendant l'année 2024, mais certains points clés ressortent. Et on les a tous à peu près vus lors de la déroute contre les Wolves au premier tour des playoffs. Le premier problème était sans doute les pertes de balles. 25e équipe au turnover percentage, c'est-à-dire la 6e équipe qui perdait le plus de ballons de toute la NBA. 28e équipe en fréquence de transition après une interception. Soit la 3e équipe qui concédait le plus de transitions après une perte de balle. L'action la plus rémunératrice du basketball est de très très loin. Alors est-ce qu'il y avait un manque de meneurs de jeu? Le raccourci semble un peu trop facile au vu des très très bonnes séquences que les Suns ont été capables de déployer cette saison. Et sur ces séquences, la structure était la suivante. Celle avec Yusuf Nurkic en hub offensif, c'est-à-dire en tour de contrôle autour de laquelle tournait un Booker et un KD et autour duquel on avait un spacing maximal. Et l'intérieur, il avait notamment une excellente relation avec KD là-dessus, où il se trouvait parfaitement sur des end-off ou sur des feintes de end-off, comme ici. Mais Yusuf Nurkic, justement, il cristallisait beaucoup de soucis structurels de cette équipe. C'était le créateur principal, mais s'il n'est pas on-ball, il est inutile, car il n'avait pas un shoot respecté et n'a plus la mobilité pour être une menace de rôle. Et donc ça, face à Minnesota, ça a donné un Rudy Gobert qui l'abandonne et qui coupe complètement le flow offensif de cette attaque. Et en défense, il était très très souvent ciblé sur le pick and roll et a été en grosse difficulté. Et la principale porte d'entrée aux attaques adverses, notamment sur les drives d'un Anthony Edwards, pour reprendre l'exemple de ses playoffs. Mais il était aussi l'encre principale au rebond offensif et surtout au rebond défensif. 99e centile en on-off sur le rebond défensif. Autrement dit, avec lui, les attaques adverses ne captaient que 23% de rebond offensif contre 30% quand il n'était pas là. C'est faramineux. Et si on peut comprendre l'envie de jouer des line-ups sans lui, et donc avoir un 5-out en attaque et un switch-all en défense, ces line-up, elles avaient un cruel manque sur la bataille du rebond et donc la bataille des possessions. Et tout ce que tu pouvais gagner en efficacité, ça se perdait sur le nombre de ballons joués ou en l'occurrence non joués. Et KD dans tout ça? Justement, KD représentait peut-être la lacune principale de cet effectif que j'ai fait un peu exprès d'occulter jusqu'alors. Celle de la fameuse répartition des tirs dont on a beaucoup entendu parler. Parce qu'en chiffres, ces Suns étaient et de loin l'équipe qui prenait le plus de longs mi-distance.
Et a raison, en quelque sorte, puisque les Suns étaient aussi la deuxième équipe la plus à droite sur ses tirs. Et oui, c'est ça l'effet Kevin Durant et Devin Booker. Mais d'un point de vue stratégique, c'est plus problématique, puisque Phoenix était la 25e équipe en fréquence de tir au panier. Mais surtout, les Suns n'étaient que 26e en paint touches, c'est-à-dire en nombre de fois où ils touchent la peinture. Un nombre ridicule au vu du spacing que cette équipe pourrait posséder théoriquement. Et je pense qu'un parallèle qui peut être intéressant, c'est avec Boston. Parce que les deux équipes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais elles ont quand même des similitudes. Un spacing sur le papier presque d'exception, une création répartie et une toute petite fréquence de tirs pris au panier. Et pourtant Boston, la grande différence c'est qu'ils étaient 12e en paint touches. C'est-à-dire qu'ils touchaient beaucoup de fois la peinture. Et le schéma simplifié, c'est ce qu'on a beaucoup vu sur les finales NBA, c'était le suivant. En fait, Boston utilise le spacing afin de driver et de se rendre au panier pour attirer des aides et trouver des tirs encore plus ouverts et donc des meilleurs tirs dans un second temps, mais derrière la ligne. Et ça, c'est un peu ce que Phoenix se refusait à faire avec Kevin Durant et Devin Booker. Alors forcément, lorsqu'on tombe sur Rudy Gobert, le gardien du temple, qui en plus abandonne Nurkic pour encore plus boucher la raquette, eh bien ce nombre passe d'un déjà tout petit 19 paint touches par match à un famélique 15 pendant les playoffs. Et ça c'est assez rédhibitoire en fait pour créer du jeu collectif, puisque tu n'attires que très peu d'aide. Et donc tu as encore une plus grosse dépendance au shot-making à mi-distance de tes stars. Encore plus lorsque sur les drives qui justement attirent les aides, KD il préfère prendre un pull-up comme ici, au lieu de faire le kick-out dans le corner pour Grayson Allen qui tourne à 48% sur ses tirs. Et lorsqu'en face tu as un Jaden McDaniels et un Nickeil Alexander-Walker, soit deux des meilleurs navigateurs d'écran de la ligue, qui viennent contester parfaitement presque tous tes tirs à mi-distance, et ton efficacité elle baisse encore un peu. Et donc c'est pas vraiment pour le côté analytics, loin de là, que cette répartition de tirs était un problème, mais vraiment d'un point de vue tactique. Et c'est assez frustrant puisque sur les quelques séquences où il y avait ces drives, l'armée de connecteurs des Suns était capable de produire un vrai bon basket offensif. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment attendre un changement de ces Suns alors que toutes les stars sont déjà construites et ne vont pas forcément beaucoup évoluer ? À 36 ans, Kevin Durant ne va pas se réinventer, devenir un driver d'élite ou un passeur génial, c'est vrai. Mais malgré tout, certains petits aspects pourraient évoluer cette saison chez les Cactus et faire pas mal bouger le curseur final. La première chose étant que ça va être compliqué de faire une saison avec plus de blessures que l'an passé. Seulement une poignée de matchs avec le Big 3 et encore moins avec le Big 3 en forme. Qui, quoi qu'on en dise, avait montré de belles promesses, puisque Bradley Beal, lui, avait cette capacité à driver justement. C'est là son apport principal. Lui qu'on catégorise beaucoup comme un shooter est avant tout un driver de haut niveau. Et quelques stats à l'appui, puisque la line-up Devin Booker, Bradley Beal, Grayson Allen, Kevin Durant, Jusuf Nurkic avait un net rating de plus 10 sur plus de 1000 possessions jouées ensemble. Et plus 10 de net rating, ça veut dire 10 points de différence en moyenne sur 100 possessions, et ça, c'est vraiment plutôt très bon, malgré tous les compromis tactiques évoqués plus haut avec ces line-up. Mais cet aspect des blessures, c'est un peu comme une pièce jetée en l'air. On peut l'espérer, mais finalement les 3 stars restent des joueurs très injury prone. Et surtout, ce n'est pas un changement tactique, un changement philosophique majeur. Alors rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que Bud peut transformer cette équipe ? Et si oui, par quel ajustement cela passerait-il ? Alors le premier point à souligner, c'est que Bud, c'est un coach qui n'est peut-être pas le plus fin tacticien offensif, mais qui a pour lui d'avoir toujours su organiser de très bons environnements offensifs. Et surtout de très bons spacing. Et il pourrait donc faire bouger le curseur de la fréquence à mi-distance, mais peut-être pas en le poussant vers de la fréquence au cercle, mais plutôt en augmentant la fréquence de tir à 3 points des Suns. Et preuve à l'appui que ce coach aime mettre en place des spacings, lorsqu'il arrive à Atlanta en 2013, son équipe, qui prenait déjà beaucoup de tirs à 3 points, passe tout de même de 26% à 30% de tirs pris derrière la ligne. Et plus spectaculaire encore, lorsqu'il arrive à Milwaukee en 2018, les Bucks ne prennent que 27% de tirs à 3 points. C'est le 25e score de NBA. Et il les fait passer instantanément à 38%, soit le 3e plus gros total de NBA.
de 25e à 3e. C'est énorme. Et la création de cet environnement offensif collectif s'était à l'époque directement répercuté sur la star, Giannis Antetokounmpo. Plus d'espace égale plus de tirs au panier ou dans la short mi-distance, égale une efficacité qui décolle encore un peu plus. Puisque Giannis il passe de 108, donc plus 8% d'efficacité par rapport à la moyenne, à 115 de true shooting plus. Et ça c'est un passage de très bons joueurs à top 5 de NBA. Alors évidemment, la comparaison avec un KD, elle est plus que douteuse. Giannis était dans la fleur de l'âge, en pleine progression, là où KD, à 36 ans, il est plutôt sur la pente du déclin. Et si on regarde les stats, c'est vrai que KD, l'année passée, c'est justement 108 de true shooting plus. Un score monstrueux pour un tel volume, mais si on se place dans le référentiel de Kevin Durant, c'est la première fois depuis 2010-2011 qu'il est sous la barre des plus 10% d'efficacité par rapport à la moyenne. Et 2010-2011, c'était la saison du lockout. Donc si on enlève cette saison, il faut remonter à 2008-2009 et sa saison sophomore pour trouver une saison moins efficace que sa 2024. Alors la question c'est, est-ce que c'est une simple anomalie ou un vrai signe de déclin ? Et en réalité, KD, si on regarde la fréquence et l'efficacité zone par zone, il a fait une saison dans ses standards. Et il n'y a pas cette fameuse baisse de fréquence de tir au panier qu'on peut observer chez certains, comme LeBron ou James Harden. 18% de tirs pris au panier, c'est ses standards depuis 2020-21 pour être précis. Et c'est pareil avec le tir à 3 points et mi-distance, on est sur la même répartition. Alors comment on peut expliquer un passage de 116 de true shooting plus en 2023 à 108 en 2024 ? Par un fait principalement assez simple, les lancers francs. Et sur cet aspect, le déclin se fait clairement sortir. Et ça colle parfaitement avec ce qu'on peut observer à l'œil nu. Kevin Durant refuse de plus en plus le contact et cherche davantage un lay-up avec un angle, même compliqué, plutôt que d'agresser le défenseur et chercher à provoquer une faute. Mais alors est-ce que ce déclin il est inéluctable ? Est-ce que Kevin Durant va fatalement être de moins en moins efficace d'année en année ? Et si j'insiste sur l'efficacité, c'est parce que c'est l'essence même de Kevin Durant. Et ce déclin d'efficacité, c'est un peu le déclin de KD aussi. C'est d'autant plus significatif puisque KD c'est peut-être le scoreur unidimensionnel ultime. Sa valeur offensive, c'est son apport au scoring. Son boost d'efficacité presque sans précédent. Donc si cet apport au scoring et en efficacité il diminue, c'est tout l'impact offensif de Kevin Durant qui diminue. Puisque lui, il n'a pas ce passing, ce playmaking pour continuer à peser différemment sur une défense. Et en un sens, oui. C'est inéluctable puisqu'avec l'âge, Kevin Durant ne va pas redevenir une machine à driver. Ça semble plutôt certain. Mais c'est justement là que l'arrivée de Budenholzer, elle peut redistribuer quelques cartes. Car un moyen de relancer la machine serait de faire accepter à Kevin Durant de remplacer quelques-uns de ses tirs à mi-distance par des tirs à 3 points qui sont beaucoup plus rentables, même pour Kevin Durant. Petit jeu statistique, mais l'année dernière, Kevin Durant, c'est 52% sur les longs mi-distance. Une efficacité incroyable. Mais c'est aussi 40% sur les tirs à 3 points. Et en termes de points par tir, ça te fait passer de 1,04 points par tir à 1,20 points par tir. C'est énorme. Alors on ne demande pas à Kevin Durant de changer tout son jeu. Son jeu, c'est aussi d'être létal à mi-distance et de pouvoir dégainer à peu près dans n'importe quel spot. Mais peut-être que Bud peut apporter un peu plus de variation. Et ça lui ressemblerait bien d'ailleurs. Lui qui veut et qui va sans doute faire bouger la fréquence à 3 points globale de l'équipe. Alors est-ce que ça passera un peu par Kevin Durant ? C'est un peu là la question. Et l'autre option pour faire bouger et remonter ce curseur de l'efficacité serait que Bud mette en place un tel spacing à l'échelle collective, ce qui est largement possible au vu de l'effectif et de la qualité de shooter qu'il y a dans cet effectif, que Kevin Durant et Bradley Beal et Devin Booker, ils aient des lignes de drive irrefusables. Mais malheureusement, en fait, c'était déjà un peu le cas cette année, par séquence avec Jusuf Nurkic en hub offensif, et ça n'empêchait pas Kevin Durant de souvent privilégier le mi-distance que le drive jusqu'au panier. Comme ici, où il se fait parfaitement servir, et il a un 2 contre 1 avec Jusuf Nurkic dans le dunker spot, et Bismack Biyombo recule sur Jusuf Nurkic, Jaren Jackson Jr. est prêt à venir en aide, mais vu que Kevin Durant ne drive pas et prend le tir, finalement, aucun défenseur n'est sollicité en aide. Alors oui, ça fait ficelle, mais d'un point de vue jeu collectif,
est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire? Mais peut-être qu'avec un 5-out total, sans Yusuf Nurkic et 5 excellents shooters, les lignes de drive seraient vraiment encore plus grandes et qu'on pourrait augmenter ce nombre de drives et de paint touches s'il reste de l'essence dans le moteur de KD, évidemment. Et c'est un peu là la question, et sans doute que le nombre de paint touches des Suns passera sans doute beaucoup plus par Bradley Beal et Devin Booker, qui pourraient bénéficier de ce 5-out. Mais ce 5-out, pour qu'il existe, il faut que ces line-up, elles tiennent un minimum défensivement. Et on touche peut-être là au point le plus important de cette vidéo, car Bud est avant tout un coach défensif de très haut niveau. Et qui a mis en place aux Bucks une défense d'élite, basée sur le principe de pack the line. C'est-à-dire le but, c'est de bloquer la raquette à tout prix, quitte à laisser des tirs ouverts. Et donc on avait un intérieur de drop, même de deep drop en Brook Lopez, et Giannis qu'on mettait sur le moins bon tireur adverse et qui venait roamer au cercle. Et en plus, on avait des aides très agressives de l'ensemble de l'équipe pour encore plus protéger cette raquette. Et la question c'est, est-ce qu'on peut reproduire ces schémas aux Suns? C'est compliqué à dire tant Yusuf Nurkic semble avoir perdu de sa superbe défensivement, mais sur le profil, il est plutôt proche de celui de Brook Lopez. Et peut-être qu'avec des aides très agressives et mieux protégées, il pourrait mieux performer que la saison passée. Et quoi qu'on en dise, Yusuf Nurkic l'année dernière, sur les tirs à moins de 6 pieds, c'est-à-dire les tirs dans la raquette, il infligeait une perte d'efficacité de moins 8,6% à ses adversaires. Et Brook Lopez, qui a perdu un peu toutes ses aides systématiques dans la raquette avec le départ de Budenholzer, il était à moins 8,2%. Donc on retrouve un score très très proche. Mais celui qui magnifiait cette défense des Bucks et qui a reçu plusieurs défenseurs de l'année, c'est bien Giannis, en tant que roamer justement. Et là vous me voyez venir, mais du coup ma question c'est, est-ce que KD, on pourrait pas le voir dans ce rôle aux Suns? Peut-être pas avec l'impact de Giannis, ça semble impossible au vu du niveau du grec. Mais peut-être avec un rayonnement plus grand que l'année dernière. Beaucoup plus off-ball que on-ball où il n'est pas génial. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne part pas de rien. Puisque Kevin Durant, au fil des années, on l'a vu dans ce rôle de protecteur de panier. Et on l'a vu par séquence aussi l'an passé, où ça marchait plutôt pas mal. Mais il n'était pas à plein temps dans ce rôle de roamer. Et c'était aussi en ça que la match-up des Wolves était terrible pour les Suns. Puisque avec Nurkic sur le terrain, on pouvait pas mettre le Bosnien autre part que sur Gobert, le non-shooter. Et donc KD, il ne pouvait être que sur Karl Anthony Towns ou Jaden McDaniels. Mais le mettre sur Jaden McDaniels, c'était synonyme de mettre un joueur beaucoup plus petit, Bradley Beal ou Grayson Allen, sur Karl Anthony Towns, ce qui aurait été synonyme de mismatch immédiate et donc de création de décalage automatique. Donc KD s'est retrouvé sur 4 et ça a été très compliqué de le déployer off-ball vu qu'il était sur un des meilleurs shooters de toute la ligue. Et pourtant, les quelques bonnes séquences sur cette série, c'était souvent lorsque KD était sur Jaden McDaniels et qu'il ne le respectait pas pour venir aider au panier, justement. Et une autre carte qui pourrait être jouée, c'est celle de KD en poste 5, placé sur le pivot adverse, et donc on pourrait avoir un 5-out offensif. Mais cette configuration, comme dit, elle posait malgré tout un problème, notamment en play-off, le rebond défensif. Car KD, il est capable d'assurer un minimum de rim protection, mais c'est pas du tout un bon rebondeur. Et il oublie souvent de faire les box-out, et donc ses line-up, elles rencontraient de gros soucis là-dessus. Mais cette saison, les Suns, ils ont peut-être une arme en plus. Imaginez un intérieur de switch hole qui pourrait apporter de la rim protection secondaire de très haut niveau et donc former une raquette défensive plutôt très cohérente avec Kevin Durant. Ils l'ont dans l'effectif puisqu'ils ont drafté Ryan Dunn. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, c'est que Ryan Dunn, si c'est un phénomène défensif, il est au moins aussi mauvais en attaque, il est sensationnel en défense. Et donc ces line-up avec Ryan Dunn sur le terrain, en fait tu perdrais un peu tout l'avantage que tu recherchais à la base avec un 5-out. Et en plus, sans Yusuf Nurkic, tu pourrais donc être tenté de mettre sur tes lignes arrière un profil un peu plus créateur, comme Tyus Jones sur le terrain, mais il se ferait cibler sans cesse sur des schémas en switch, et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais tout de même, une petite parenthèse s'impose sur les deux recrues à la main de l'intersaison. Parce que rappelons-nous de l'introduction, un des problèmes majeurs de cette équipe, c'était les pertes de balles.
Avec Tyus Jones et Monte Morris, les Suns ils s'assurent 2 des joueurs les plus propres de la ligue. Donc peut-être qu'il y a une des lacunes qui va être gommée par ces 2 ajouts. Mais du coup c'est assez compliqué de prédire ce que va faire Budenholzer avec cet effectif, puisque tactiquement il ne semble pas exister de line-up parfaite. Mais il y a une chose qui est assez nouvelle, c'est que tu as de la flexibilité tactique. Tu as la possibilité de jouer des line-up avec Jusuf Nurkic en 5 et donc en créateur offensif si tu arrives à le protéger défensivement. Ou tu peux jouer des line-up plus dynamiques avec Ryan Dunn en poste 5 et donc plus de switch défensivement. Tu as aussi la possibilité de jouer du 5-out total sans l'un ni l'autre et avec 5 shooters de très très haut niveau. Et ça, cette flexibilité, c'est un aspect à ne pas sous-estimer pour une équipe. Mais il y a un point commun avec toutes ces configurations, c'est que Kevin Durant, en fait, il a vraiment un rôle primordial. Un peu de clé de voûte de stabilisateur. Puisqu'il peut être le roamer qui sublime cette défense lorsque Jusuf Nurkic est là et qui rend donc la présence de Jusuf Nurkic crédible. Il peut aussi être le poste 5 de line-up beaucoup plus dynamique et son niveau défensif conditionne le niveau crédibilité défensive de ces line-up. Et surtout, il sera toujours l'un des 2 moteurs offensifs principaux de cette équipe. Et alors justement, ne pas oublier cette petite baisse d'efficacité. Est-ce qu'il peut retrouver une efficacité légendaire? Et si oui, comment? Où sommes-nous à l'aube réelle du déclin de Kevin Durant? Et un dernier point à ne pas sous-estimer, c'est que tous ces ajouts par rapport à la saison passée, ils viennent sur une équipe qui en fait était déjà de très bon niveau. Faut pas oublier que les Suns, ils évitent le play-in l'année passée et qui tombent peut-être sur la pire match-up possible avec très peu de continuité. Et sur l'ensemble de la régulière, malgré toutes les blessures, c'était quand même la 9e attaque et la 12e défense. Et donc, il manquait pas grand-chose à cette équipe pour qu'elle devienne un candidat au titre sérieux. Et tous ces petits ajustements qu'on a discutés, à la marge, ils pourraient vraiment changer la donne et faire de cette équipe une des plus dangereuses de l'Ouest. Et donc c'est aussi une des dernières fois que Kevin Durant peut avoir un rôle majeur dans une équipe qui joue le titre. Et alors si c'est déjà un joueur légendaire, est-ce qu'il peut s'offrir une last dance au plus haut niveau avec ses Suns et s'inviter encore un peu plus au panthéon du basketball? C'est là tout l'enjeu de cette saison 2024-25 des Suns et on va la suivre avec grand intérêt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que pensez-vous de Kevin Durant? Est-ce que les Suns peuvent encore jouer le titre ou non? N'hésitez pas à nous le dire. Merci du soutien, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci à tous du soutien qu'on reçoit déjà. La saison NBA arrive à grands pas et nous on a hâte que ça commence. Passez une très bonne fin de journée et à très vite sur le Dreamcast Show. Ciao ciao.